Imagine ceci. Tu as 12 ans et tu vis dans un petit village bulgare en 1550. La brume matinale s'accroche à la vallée comme un linceul pendant que tu aides ton père à s'occuper des moutons. Les clochettes autour de leur cou forment une douce mélodie, la musique de toute ton enfance. Ta mère prépare le petit déjeuner, du pain chaud et du lait de chèvre qui ont le goût du foyer, de la sécurité, de tout ce que tu as toujours connu. Puis tu entends ce bruit, le tonnerre des sabots sur les pavés. Le visage de ton père devient aussi pâle que du parchemin. Ta mère laisse tomber la cruche d'argile qu'elle tenait et elle se brise sur le sol, comme si ton monde venait de se briser lui aussi. Car tout le village sait ce que ces bruits de sabots signifient. Les collecteurs du sultan sont arrivés. Tu observes, cachés derrière une charrette en bois, tandis que les officiers ottomans descendent de leurs chevaux. Leurs robes de soie restent immaculées malgré le long voyage. Ils portent des parchemins, des listes, et leurs yeux scrutent les villageois, rassemblés avec la froideur de marchands, évaluant leur bétail. Quand l'un d'eux pointe son doigt vers toi, ta mère s'effondre à genoux, suppliant dans une langue qu'il ne daigne même pas comprendre. Ton père reste silencieux, sachant que toute résistance signifierait la mort de la famille entière. On t'arrache à eux avec des promesses. Tu serviras le sultan, tu connaîtras la gloire, c'est un honneur. Mais lorsque la charrette s'éloigne de tout ce que tu as aimé, tu n'entends plus que les sanglots de ta mère s'effaçant dans le vent. Tu ne la reverras jamais. C'est ainsi que commence ta nouvelle vie, celle d'un garçon du palais. Un goum, au service de l'empire le plus puissant de la terre. Et les horreurs qui t'attendent, derrière les murs du palais te feront regretter à jamais les simples journées passées à garder les moutons dans les vallées embrumées de ton enfance. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de souffrance et de survie, si tu aimes découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésite pas à aimer cette vidéo et à t'abonner pour en voir d'autres comme celle-ci. Et surtout, dis-moi en commentaire d'où tu nous écoutes. Je trouve fascinant que nous explorions ensemble ces récits anciens, depuis tant d'endroits différents, unis à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Le voyage vers Istanbul fut ta première expérience de la cruauté, systématique qui allait définir ta nouvelle existence. Toi et des dizaines d'autres garçons marchiez pendant des semaines à travers des terrains escarpés, mal nourris, dormant à la belle étoile, ou sous des abris de fortune, qui ne vous protégeaient guère du vent et du froid. Les plus faibles, ceux qui ne pouvaient pas suivre, qui tombaient malades ou qui perdaient simplement l'espoir, étaient laissés derrière, livrés à la mort. Avant même d'atteindre la capitale, tu avais déjà appris ta première leçon de la vie au sein du palais ottoman. La faiblesse, c'était la mort. Et seuls les plus forts, les plus intelligents ou les plus adaptables survivraient à ce qui les attendait. Le garçon qui marchait à côté de toi, âgé d'environ 14 ans, venait d'un village de pêcheurs grecs. Il s'appelait Nikos, mais il t'avait murmuré que bientôt ce nom lui serait interdit. Il avait tenté de s'enfuir la 3e nuit de marche, mais les gardes l'avaient rattrapé avant qu'il n'ait parcouru 1 kilomètre. Ils l'avaient ramené au camp et l'avaient battu devant tous les autres garçons. Pour donner l'exemple, ses cris résonnaient à travers la campagne, et tu avais fermé les yeux, essayant de ne pas entendre, mais tu ne pouvais pas ignorer la leçon. S'échapper était impossible. Résister était inutile. Quand vous atteignîtes les abords d'Istanbul, tu avais appris à te déplacer comme un fantôme, à ne parler que lorsqu'on t'adressait la parole, à devenir invisible quand le regard des gardes se faisait prédateur. Tu avais vu des garçons disparaître pendant la nuit. Certains qui avaient essayé de fuir, d'autres qui n'avaient simplement pas supporté un jour de plus. Les vides laissés dans la file étaient des rappels constants de ta propre fragilité. La première vision de la silhouette d'Istanbul aurait dû te couper le souffle. Les minarets percèrent le ciel, l'immense dôme de Sainte-Sophie dominait l'horizon, et le vaste complexe du palais impérial s'étendait à perte de vue. Mais tout ce que tu ressentais, c'était un vide glacé dans ton ventre. Cette cité magnifique représentait tout ce que tu avais perdu, et tout ce que tu craignais de devenir. À ton arrivée, tu fus conduit à ta première épreuve, la sélection. Les officiers ottomans divisèrent les garçons, survivants selon leur potentiel supposé. Le processus était humiliant et impitoyable. Ils examinaient tes dents comme celles d'un cheval, testaient tes réflexes, te faisaient réciter les quelques lettres et chiffres que tu connaissais. Ils mesurèrent ta taille, examinèrent ta peau à la recherche de la moindre imperfection, et évaluèrent les traits de ton visage avec le détachement clinique de marchand. D'art estimant une œuvre rare, les plus beaux et les plus intelligents étaient destinés à l'école du palais, l'Enderun. Les autres deviendraient des janissaires, membres du corps militaire d'élite.
Mais pour ceux choisis pour servir à l'intérieur du palais, une autre épreuve. Commençait une épreuve qui testerait non seulement l'endurance du corps, mais aussi la capacité de l'âme à survivre à une déshumanisation méthodique. Tu fis partie des rares chanceux, sélectionnés pour l'école d'Anderun, installée au cœur du palais de Topkapi. Les fonctionnaires qui t'avaient choisi avaient observé ta peau claire, ton regard vif et ton intelligence évidente, puis ils avaient souri. Tu ne le savais pas encore, mais leur sourire n'était pas bienveillant. C'étaient les sourires de prédateurs ayant trouvé une proie prometteuse. On dit souvent que l'école d'Anderun fut la première institution au monde dédiée à l'éducation des esprits doués. Une description qui, bien qu'exacte sur le plan académique, dissimule la réalité plus sombre de ce qu'impliquait l'éducation pour des garçons déracinés comme toi. Oui, tu allais apprendre les langues, l'arabe, le persan et le turc. Tu allais étudier les mathématiques, l'astronomie, la littérature et le droit. Tu serais aussi formé à la musique, à la calligraphie et à divers arts manuels. Mais cette éducation avait un prix, bien plus lourd que la simple rigueur des études. Le palais, devenu ton univers, était un labyrinthe de couloirs de marbre, de chambres ornées et de passages secrets où le danger se cachait à chaque détour. On vous logeait dans des dortoirs situés à l'intérieur même du complexe, isolés du monde extérieur par des couches de murs, de gardes et de protocoles qui rendaient toute idée de fuite non seulement impossible, mais impensable. Le dortoir où tu devais dormir s'étendait devant toi comme un tombeau de marbre, aligné de lits étroits recouverts de soie, une soie qui te semblait plus froide que des chênes. Ta première nuit dans ce dortoir, tu restas éveillé, écoutant les sons qui allaient devenir la bande sonore de ton emprisonnement. Les sanglots étouffés de garçons, nostalgiques, essayant de cacher leurs pleurs dans leurs oreillers, les chuchotements dans des langues que tu ne comprenais pas, et les pas des surveillants qui rôdaient après l'extinction des lumières. Tu serrais contre toi la petite croix en bois que ta mère avait glissée dans ta main quand on t'avait arraché à elle. Mais au matin, ce dernier lien avec ton ancienne vie fut découvert et confisqué. On te donna un nouveau nom, Mehmet, et on t'ordonna d'oublier tes origines chrétiennes. La conversion à la foi officielle de l'Empire n'était pas une option. C'était une étape essentielle dans ta transformation, de l'enfant capturé en serviteur ottoman. La cérémonie fut menée avec faste, comme si tu avais librement choisi ce destin. Mais toi et tous ceux qui t'entouraient saviez que le choix n'avait jamais eu sa place ici. Tu répétas simplement les mots qu'on t'avait appris à prononcer. Au fond de toi, tu gardais le souvenir des berceuses de ta mère et des histoires de ton père, mais l'aspect le plus insidieux de ton éducation était la manière systématique dont on cherchait à briser ta volonté individuelle pour te reconstruire comme un instrument au service du pouvoir impérial. Le palais fonctionnait selon une hiérarchie complexe, où la progression dépendait non seulement des résultats académiques, mais aussi de ta capacité à plaire aux supérieurs. Et plaire pouvait prendre des formes que nul enfant ne devrait jamais avoir à apprendre. Ta première leçon des règles implicites du palais te vint d'Amit, un élève plus âgé présent dans le système depuis 3 ans. Un soir, il s'approcha de toi dans le dortoir, son ton oscillant entre menaces et promesses. « Tu es nouveau, dit-il. Tu ne comprends pas encore comment les choses se passent ici. Je peux te protéger, t'enseigner, t'aider à progresser. » Ces paroles étaient lourdes de sens. Il te fit comprendre que la survie dépendait moins de tes connaissances que de ta capacité à naviguer dans un système complexe de relations et de pouvoir. Les alliances, les faveurs et l'obéissance étaient des règles tacites à suivre. Refuser ces règles, c'était risquer punition, isolement et perte de toute possibilité de progression. Accepter, c'était renoncer à une partie de ton innocence et te plier aux exigences d'un système qui exploitait l'inexpérience et la vulnérabilité des garçons. Le système du palais, perfectionné au fil des générations, reposait sur des dynamiques de pouvoir et de contrôle très strictes. Certains élèves plus âgés, ayant eux-mêmes été soumis à ces règles, utilisaient leur position pour influencer et guider les nouveaux venus, mais parfois aussi pour asseoir leur autorité. Ils connaissaient le système parce qu'ils en avaient été victimes, et au lieu de protéger les nouveaux, beaucoup devinrent les gardiens les plus zélés de ces règles tacites, perpétuant un cycle de hiérarchie et de pression qui se transmettait de génération en génération. Les responsables du palais profitaient de leur position pour favoriser certains garçons, accélérer leur avancement et leur confort, tandis que ceux qui déplaisaient se voyaient relégués à des tâches subalternes ou isolées. Le système, intégré à la hiérarchie officielle, rendait ces pratiques invisibles aux yeux de l'extérieur, mais essentielles au fonctionnement interne du palais. L'impact psychologique,
sur des garçons comme toi était intense et soigneusement calculé, isolé de ta famille, privé de ton identité initiale, et plongé dans un monde où ta valeur dépendait de l'utilité que tu avais pour le système. Tu développais ce que nous pourrions reconnaître aujourd'hui comme des mécanismes complexes de survie. Certains garçons apprenaient à être calculateurs, à utiliser leur talent et leur intelligence pour s'adapter, survivre et progresser. C'était un apprentissage difficile, mais nécessaire pour naviguer dans le labyrinthe du pouvoir, de l'influence et des attentes constantes du palais. D'autres garçons se repliaient sur eux-mêmes, devenant des coquilles vides, accomplissant mécaniquement les tâches du palais tandis que leur esprit s'éteignait peu à peu. Tu observais ces transformations autour de toi. Dimitri, originaire de la même région que toi, apprit à sourire et à se montrer serviable envers les élèves et maîtres plus âgés. En 6 mois, il bénéficiait de nouveaux vêtements, de repas plus raffinés et d'un tuteur particulier pour ses études. Mais ses yeux avaient perdu toute vivacité et il ne parlait plus jamais de sa famille ou de sa maison. À l'arrivée de nouveaux garçons, il les regardait avec le même regard calculateur que les fonctionnaires avaient jadis posé sur lui. Stéphanos, un garçon grec fils d'un pêcheur, prit le chemin inverse. Il refusa toute concession, supporta les punitions et finit par s'effacer presque entièrement. menant une existence fantomatique. Tu essayais de trouver un chemin médian, acceptant certaines concessions pour survivre tout en préservant une part de toi intacte. Mais le palais était conçu pour rendre de tels compromis impossibles. Chaque jour apportait de nouvelles épreuves et de nouveaux choix difficiles. Les voyageurs européens apercevaient parfois ce monde caché, bien que leurs récits fussent filtrés par leurs propres biais culturels et leur compréhension limitée. Un ambassadeur vénitien du XVIe siècle nota l'attention excessive que les responsables du palais portaient à leurs jeunes serviteurs, décrivant des scènes qui le mettaient mal à l'aise. Un diplomate français du XVIIe siècle écrivit que les jeunes pages circulaient dans les halls comme de magnifiques oiseaux en cage, le regard baissé et le corps préparé pour l'exposition, tandis que certains responsables les observaient avec une attention possessive. Les conditions matérielles accentuaient l'impact psychologique. Tu vivais dans des dortoirs exigus et surveillés, où chaque instant était contrôlé. Les repas étaient modestes, servis à des heures précises, et le programme strict laissait peu de temps pour réfléchir ou résister. Les punitions, fréquentes, visaient à humilier et briser l'esprit. Les garçons qui enfreignaient les règles parlaient leur langue natale ou pratiquaient d'anciennes traditions, subissaient des corrections, des humiliations publiques ou l'isolement dans des chambres étroites. Tu voyais comment certains élèves gagnèrent de petits privilèges grâce à leur comportement, à leurs succès académiques ou à leur habileté à naviguer les attentes des supérieurs. Le palais transformait chaque décision, chaque geste en un test de loyauté et de survie. Ces privilèges, meilleurs repas, vêtements plus soignés, dortoirs plus confortables, accès aux livres ou aux instruments de musique, devinrent des biens précieux dans ton monde restreint. Le système créait un réseau complexe de dépendances et de loyauté, rendant la résistance presque impossible et la collaboration presque obligatoire pour survivre. Tu appris à naviguer dans cette économie avec l'esprit calculateur de quelqu'un de beaucoup plus âgé que ton âge. Tu découvris que prêter main forte aux élèves plus âgés dans leurs études pouvait te protéger de certaines pressions. Montrer une aptitude particulière dans certaines matières attirait l'attention de professeurs qui pouvaient te protéger des épreuves les plus dures. Tu compris que l'obéissance parfaite et l'enthousiasme visible pour ta nouvelle vie pouvaient te valoir de petites libertés immenses dans ton monde si circonscrit. Certains garçons tentèrent de s'échapper, mais l'emplacement du palais, sur une péninsule entourée d'eau, rendait toute fuite extrêmement difficile. Ceux qui étaient repris subissaient des punitions sévères, rendues publiques pour dissuader les autres. Tu assistas au retour d'un garçon qui avait tenté de traverser la baie à la nage. À peine vivant, il reçut une correction devant tous, qui le laissa marqué pour le reste de sa vie. Il devint un exemple pour vous tous, un avertissement vivant de ce qui arrivait à ceux qui choisissaient la rébellion plutôt que la soumission. Les rares qui parvenaient à fuir faisaient face à un défi encore plus grand. Leur identité originelle avait été effacée et revenir à leur ancienne vie était pratiquement impossible. Leur famille pourrait ne pas les reconnaître. Leur communauté les rejetait comme traîtres ou convertis, et ils possédaient peu de compétences pour survivre en dehors du système du palais. La plupart des fugitifs étaient recapturés en quelques jours. Même ceux qui restaient libres se retrouvaient souvent perdus dans un monde où il n'y avait plus de place pour eux. En grandissant dans ce système,
Survivant grâce à l'intelligence, l'adaptabilité et une soumission calculée, tu fis face à de nouveaux défis et à une corruption plus profonde de ton âme. Les élèves les plus réussis pouvaient être nommés à des postes gouvernementaux élevés, mais ce succès avait un prix. Perpétuer le système qui les avait exploités. Tu compris avec horreur que tes professeurs et superviseurs, ceux qui t'avaient façonné et blessé, avaient été eux-mêmes des garçons comme toi, arrachés à leur famille et transformés en instruments du pouvoir impérial. Cette reconnaissance imposait un choix terrible. Tu pouvais résister au système et probablement en être détruit, ou l'embrasser pleinement et devenir l'un de ses acteurs, sélectionnant la prochaine génération, les façonnant à son tour, et maintenant les hiérarchies de pouvoir et d'exploitation du palais. Beaucoup choisissaient la seconde option, trouvant plus facile de devenir prédateur que de rester proie indéfiniment. La cérémonie de fin d'études, connue sous le nom de Chikma, marqua la fin de ton éducation au palais et ton entrée au service impérial. Après des années d'épreuves systématiques déguisées en formation, tu émergeais en jeune homme multilingue, compétent en administration et diplomatie, formé aux arts et aux sciences. Mais tu émerges également comme quelqu'un dont l'âme avait été profondément marquée, dont la compréhension du pouvoir était à jamais liée à l'exploitation, et dont la capacité à entretenir des relations humaines normales avait été altérée de façon durable. Pour beaucoup de diplômés, cette transition signifiait simplement passer d'une forme d'exploitation à une autre. Ceux qui furent nommés à des postes administratifs se retrouvèrent dans un monde où les faveurs et l'avancement politique restaient intimement liés, et où les leçons apprises au palais sur le pouvoir, la soumission et la survie continuaient de façonner leur vie adulte. Ceux affectés au rôle militaire portaient avec eux les cicatrices psychologiques de leurs années au palais, devenant soit des exécutants impitoyables de la volonté impériale, soit des hommes brisés peinant à trouver un sens à leur vie. L'attitude de l'élite ottomane envers ces pratiques était complexe, construite pour maintenir le système tout en niant les aspects les plus troublants. Alors que les règlements officiels interdisaient certaines formes d'abus, la réalité était que les autorités du palais fermaient les yeux sur les comportements servant leurs intérêts. Le système produisait des administrateurs compétents et des serviteurs loyaux, qui constituaient son objectif principal. Le coût humain était considéré comme secondaire, et toute critique était rejetée comme une méconnaissance des méthodes sophistiquées de formation et d'avancement de l'Empire. Les écrivains ottomans contemporains reconnaissaient parfois les aspects sombres du système tout en défendant sa valeur globale. Un historien de la cour du XVIe siècle écrivait « Il est vrai que l'école du palais exige de grands sacrifices de ses élèves et que tous n'en sortent pas inchangés. Mais de se creuser de discipline et d'apprentissage, émergeant les meilleurs serviteurs de l'Empire, des hommes dont la loyauté a été éprouvée et dont les compétences ont été perfectionnées. » Cette rhétorique de transformation et d'amélioration masquait la réalité de ce que des garçons comme toi vivaient. L'apprentissage impliquait un profond bouleversement de leur identité. La discipline imposée visait la reconstruction de l'individu pour qu'il serve les intérêts impériaux. L'éducation venait au prix de l'innocence enfantine et de la capacité à nouer des relations normales. Ce qui rend le système du palais ottoman particulièrement troublant est sa combinaison d'opportunités éducatives réelles et d'une discipline systématique, difficile à séparer dans l'expérience vécue. Les garçons recevaient néanmoins une éducation avancée pour l'époque. Ils apprenaient à lire et écrire dans plusieurs langues, étudièrent des sciences et des mathématiques à la pointe, et acquéraient des compétences en diplomatie, administration et stratégie militaire utiles toute leur vie. Mais cette éducation était indissociable de l'exploitation et de la contrainte. Les mêmes maîtres qui développaient l'esprit violaient parfois l'intégrité de l'enfant. Le système qui offrait des opportunités détruisait en même temps l'innocence et façonnait la loyauté à sa manière. Cette organisation révèle aussi la relation complexe entre pouvoir, autorité et discipline dans les sociétés prémodernes. Les Ottomans n'étaient pas uniques dans leur exploitation des jeunes. Des pratiques similaires existaient dans le monde ancien et médiéval, mais le système ottoman se distinguait par son ampleur, sa systématisation et son intégration complète dans l'appareil impérial. Ce n'était pas une perversion cachée, mais une institution ouverte, célébrée pour son efficacité et défendue par ceux qui en bénéficiaient. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le système du palais commença à décliner, les évolutions militaires réduisant l'importance du corps des janissaires et de nouvelles formes d'administration diminuant le rôle des bureaucrates formés au palais. L'influence européenne et l'évolution des attitudes sociales contribuèrent également à la transformation progressive du système.
Mais pour les milliers de garçons qui franchirent les portes du palais à son apogée, ces changements arrivèrent trop tard. Leurs histoires d'enfance perdue, d'innocence détruite et d'âme brisées au service du pouvoir impérial représentent l'un des exemples les plus systématiques d'exploitation institutionnelle des enfants dans l'histoire. Les garçons qui survécurent apprirent à naviguer dans un monde où leur beauté était à la fois atout et fardeau, où leur intelligence était valorisée mais leur humanité ignorée, où l'avancement exigeait de céder des morceaux de leur âme irréversiblement. Certains atteignirent de grandes responsabilités et influencèrent l'Empire en tant que vizirs, généraux ou gouverneurs. Mais ils portèrent les cicatrices de leurs années au palais, et beaucoup perpétuèrent les cycles de maltraitance qui les avaient façonnés. D'autres sombrèrent dans l'oubli historique, leurs destins inconnus, leurs souffrances non enregistrées, ne laissant derrière eux que des traces administratives mentionnant leur arrivée, leur formation et leur affectation finale. Les murs du palais, qui résonnaient autrefois des pas de ces garçons, subsistant aujourd'hui transformés en musées où les touristes admirent la grandeur architecturale et les trésors artistiques de la cour ottomane. Les visiteurs s'émerveillent des magnifiques appartements où l'élite était éduquée, mais ne voient que la beauté matérielle des lieux. Les couloirs de marbre gardent leurs secrets les plus sombres, et les salles où éducation et exploitation se mêlaient restent silencieuses sur le prix payé par des générations de jeunes garçons pour la gloire impériale. Les visites guidées parlent des innovations éducatives, du rôle dans la formation d'administrateurs compétents et de la contribution à la réussite de l'Empire. Elles ne mentionnent pas les abus systématiques qui étaient fondamentaux pour son fonctionnement, les garçons qui moururent plutôt que de se plier aux exigences, ni les hommes qui sortirent de ces salles profondément changés par leur expérience. En terminant ce récit, en imaginant ton histoire comme représentative de milliers d'autres, je me rappelle que ces récits de souffrance et de survie ne sont pas de simples curiosités historiques. Ils représentent de véritables êtres humains, des enfants arrachés à leur famille, dépouillés de leur identité et contraints de naviguer dans un monde qui valorisait leur corps et leur esprit tout en négligeant leur humanité. Toi, le garçon que j'ai imaginé, marchant dans ces couloirs de marbre avec la peur au cœur et le silence sur les lèvres, représente des milliers d'enfants réels dont nous ne connaîtrons jamais les noms, dont les histoires individuelles n'ont jamais été consignées, dont la souffrance n'a jamais été reconnue par le système qui les a créés. Ton fantôme et ceux de tous les garçons comme toi parcourent encore ces halls, nous rappelant que derrière la grandeur de chaque empire se cache un socle bâti sur la souffrance humaine, et que le prix du pouvoir est souvent payé par ceux qui n'ont aucun choix. L'horreur ne résidait pas seulement dans la violence, mais dans sa mise en œuvre systématique, sa normalisation complète et son oubli par l'histoire. Toi et les garçons comme toi avez vécu et souffert dans un système qui vous considérait comme des objets façonnables. Vos histoires méritent d'être rappelées, non pas comme de simples notes historiques exotiques, mais comme des témoignages de la résilience humaine face à la cruauté institutionnalisée. L'air du matin qui portait autrefois tes pas effrayés a depuis longtemps disparu. Mais ton histoire résonne encore à travers le temps, nous obligeant à témoigner de ta souffrance et à nous rappeler le terrible prix payé pour l'âge d'or de l'Empire. En nous souvenant de ton récit, nous honorons non seulement ta souffrance individuelle, mais aussi celle de tous les enfants, pris dans les rouages du pouvoir à travers l'histoire, utilisés et abandonnés par des systèmes qui valorisent la conquête plutôt que la compassion, l'Empire plutôt que l'innocence.